Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour suivre votre émission de prédilection Kiosque. Kiosque, cette émission d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo, présidentielle en République démocratique du Congo, les discrètes tractations de l'opposition politique en vue d'une candidature commune à moins de 2 semaines du début de la campagne présidentielle. Plusieurs personnalités de l'opposition ont accepté donc de dépêcher leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer l'hypothèse d'une candidature unique en vue des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres, c'est de savoir si l'opposition politique arriverait à désigner un candidat qui fera face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque. Et après, nous allons entamer les volets sécuritaires avec cette opération ou décision de la mutualisation des opérations entre la mission onisienne en République démocratique du Congo et les forces de défense de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, après avoir subi une longue série de revers sur la ligne des fronts face aux patriotes résistants congolais Wazalendo, avec la perte de plusieurs localités qu'ils contrôlaient dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Les soldats rwandais regroupés sous le label RDF et l'air supplétif du 1-23 tentent depuis les week-ends derniers de conquérir quelques-unes d'entre elles, mais plusieurs sources renseignent que ces forces du mal viseraient en réalité la ville de Goma, qu'ils considèrent comme le principal symbole du pouvoir central de Kinshasa dans cette partie de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires sur Kiosque avec nos invités. Serge Nseka, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour aux amis et bonjour aux téléspectateurs et à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Très bien. En face de Serge Nseka, Kiosque reçoit M. Gandhi. Oui, bonjour mon cher. Et si je profite pour saluer l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs, ainsi que ceux qui, par ailleurs, nous suivent au niveau de la radio. Et je salue aussi mes co-débatteurs, à savoir M. Chibambe et puis M. Nseka. Et je voulais profiter de l'antenne pendant 10 ou 20 secondes pour rendre hommage à une de mes sœurs qu'on vient de perdre ce dimanche, en l'occurrence Bokabo Rita, connue sous le sobriquet de... j'oublie même le sobriquet. Mère Malou. Mère Malou, vous avez retenu plus que moi, et qui est mort, qui nous a quittés ce dimanche. Je souhaite que son âme repose en paix. Emmanuel Chibambe, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Bonjour Eddy Kabea, bonjour aux aînés, Serge et Gandhi. Je dis également bonjour à toute la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa et plus précisément celle de la circonscription de la Lukunga. Monsieur Nseka, je commence ce tour de table avec vous, avec cette question de la vignette où on exige le commun des mortels, les Congolais, de payer la vignette, surtout en ces fins d'année, cette année électorale. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes de la vignette? Rapidement, je commencerai par rendre hommage à un ami, un frère, Serge Ouello, oui, un patriote qui nous a quittés à Brazzaville il y a quelques jours, en provenance de Paris. Serge Ouello, vous vous souviendrez que c'est celui-là qui avait invectivé le président Kagame au Canada et qui était même prêt à lui lancer le soulier. Voilà, ça s'en dit tout sur l'homme. Et à la suite des Princes de Sala qui est parti, Georges Ngalula et des Kinois sont en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? C'est si jeune et Ouello part. Deuxièmement, le ministre de l'Industrie nationale, Julien Paluku, vient de créer sur instruction du chef de l'État une task force pour gérer les déchets plastiques. Alors on ne comprend pas que si le gouvernement national s'implique dans une
prérogative qui naturellement revient à la province, ça signifie qu'il y a un problème, quoi, donc force à lui. Il fait appel à toutes les bonnes volontés, même ceux de la diaspora, ceux qui pourront participer à cet effort de gestion d'assainissement de la ville de Kinshasa. Là, je pense particulièrement à Anselme Molangui, donc Pablo, qui est aussi dans ce travail-là, donc bon courage à lui et aux autres. La vignette, parlons-en, c'est un impôt et une taxe, c'est un impôt parmi les 3 impôts rétrocédés aux provinces. Je parle aux provinces, pas seulement à Kinshasa. C'est la vignette, c'est la retenue locative et puis l'impôt foncier. Oui. Donc le 3 à côté d'une multitude de taxes. Et on ne paie pas la taxe des bons cœurs, mais c'est une obligation sans contrepartie. C'est-à-dire quand vous payez la vignette, vous ne devriez pas poser la question à quoi sera affecté cet argent-là, parce que l'argent de l'État et surtout de l'impôt ne sont pas préaffectés. Et dans ce sens, les Quinoises et les Quinois ont l'obligation de payer leurs taxes, de payer leurs impôts. Mais à côté de cela, nous allons directement dire qu'il y a un problème qui se pose. De un, quel est ce problème? Le problème de communication. Beaucoup de gens semblent surpris, malgré quelques tentatives. La communication n'est pas à la hauteur de la ville. C'est-à-dire, nous avons un parc automobile estimé à presque 500 000 véhicules pour la ville de Kinshasa, si je ne m'abuse, presque autant de motos, et que le problème d'électricité et de communication, on doit intensifier la communication. Je pense que ça n'a pas tellement suivi. Et aussi, l'autre élément, c'est l'élément confiance. Comment voulez-vous que nous payions la vignette quand le président de l'Assemblée provinciale, qui est en guerre avec les gouverneurs, charge les gouverneurs d'avoir mal géré, et il y aurait un gap de 150 millions. Il y aurait un gap selon lui. C'est-à-dire, tout bon citoyen, Tshibambe qui est là avec Gandhi, bon, même si c'est pas de bon cœur, mais ils vont se refuser de payer, de réaliser ces devoirs civiques, parce qu'il y a l'élément confiance. Moi, j'aimerais que, à ce niveau-là, les gens puissent s'entendre, qu'il y ait un discours conciliateur qui permette de mettre les Quinois en confiance de manière à ce que les gens puissent payer leurs impôts. Sinon, c'est compliqué. Vous nous demandez de payer, mais voilà. Monsieur Gandhi, oui. Je reviens à vous. Oui. Vous avez suivi, l'argumentaire de Serge Nseka qui pense qu'il y a déficit communicationnel et manque de confiance dans les chefs de ceux-là qui sont censés payer la vignette. Partagez-vous cet avis? Oui, on ne peut pas ne pas accepter ce que Serge a dit en matière de communication. C'est important dans toutes les actions que la République, que l'État, que les institutions peuvent mettre en place. Mais à cela, je peux rajouter autre chose. Comment voulez-vous, en principe, l'impôt, ces genres d'impôts ou des taxes, on les paye en fin d'année pour un contrôle début de l'autre année? C'est-à-dire, on peut lancer des communications en novembre, décembre pour que les gens soient prêts, payent déjà, pour que si contrôle il y a en début d'année... C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Non, c'était septembre qui voulait le faire, ça a été renvoyé. Maintenant, alors qu'on est à quelques semaines des élections, ça pose un problème. Mais aussi, c'est que Serge a posé comme problème, à savoir quand il y a une contradiction entre ceux qui gèrent l'Assemblée provinciale et ceux qui sont au gouvernement dirigés par le gouverneur, quand il y a des contradictions au niveau de la gestion, notamment au niveau des chiffres de fonds détournés de la ville de Kinshasa, mais c'est normal qu'on se pose des questions. Quand il y a contradiction à la tête de la gouvernance de la ville, quand il y a dénonciation des détournements de manière fréquente des fonds de la ville, quand il y a absence de la gestion de la ville dans différentes matières, notamment en matière d'insécurité. On parle de Koulouna ici, on parle de Koulouna là-bas, la ville ne réagit pas, la police ne réagit pas. Quand il y a le problème d'insalubrité, des déchets partout dans Kinshasa, la capitale, quand il y a le problème de circulation, on n'arrive pas à réguler la circulation à l'avantage des gens, des citoyens qui se déplacent ici ou là. Quand il y a des trous
sur toutes les routes de Kinshasa. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème puisque l'argent rentre, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On parle de millions qui ont été détournés, 150 millions de détournés. Moi, je rappelle encore le fait que la veille de l'implantation de parti politique du gouverneur ACP à Kinshasa, il y a eu disparition de 500 000. On n'a jamais appris qu'il y a eu une plainte par rapport à ça. On n'a jamais entendu qu'il y a une enquête qui est en train d'être menée pour savoir qui a pris cet argent. Même l'IGF s'est tué. Hein. Mais tout le monde, ça pose un problème. Moi, je dis dans cette situation, c'est malvenu. En plus, on est à quelques semaines des élections, ça pose un problème. Et l'argent là va servir à quoi? Jusqu'à présent, on a détourné les fonds, on ne sait pas où c'est passé. Mais qui dit que demain, cet argent-là ne peut pas servir pour la campagne de certains potentats qui aspirent à être députés ou aspirent à être plus tard ministres? Ça pose un problème. Donc ça laisse un discrédit par rapport à ça. Je pense qu'il faudra qu'on puisse arrêter les dégâts et nous présenter les comptes de la ville, puisqu'on est des citoyens, on est en droit. Comme dans chaque commune, on est en droit, quand le budget est voté, qu'il y ait quelques représentants de la population qui soient là, qui posent des questions. La réduction de comptes, on est en droit aussi d'avoir nos représentants pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sans cela, nous devons arrêter les dégâts. Très bien. Emmanuel Tshibambe, faudra-t-il admettre qu'il faut un rôle hautement pédagogique de la part des autorités pour le paiement de la vignette? Tout à fait. Ici, cher ami Eddy, je voudrais quand même exprimer mon ras-le-bol parce que on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre que nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu, on a tous suivi ici le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Godem Poyi. Tous, nous savons bien que le gouverneur est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Le président Godem Poyi est monté ex-cathédra dire que il y aurait, je ne parle pas au conditionnel parce que lui l'a affirmé, qu'il y a eu détournement de 150 millions de dollars américains par le gouvernement provincial. Alors moi, en tant que contribuable qui non, je me pose la question, c'est pas l'argent que moi je paye la vignette? Sûrement. Alors si ce que nous avons payé précédemment a été détourné, selon Godem Poyi, c'est lui qui nous a renseigné, il n'est pas n'importe qui, c'est un professeur de l'économie, un pasteur en même temps et président de l'Assemblée provinciale qui nous confirme que le gouvernement provincial a détourné 150 millions de dollars. Alors moi je pense dans un pays sérieux, moi je prends pour l'état des droits. Dans un état de droit, avant même que monsieur le gouverneur Jean-Tine Gobert puisse projeter comment prélever la taxe sur la vignette, on aurait dû d'abord finir avec la question de 150 millions. Et puis, c'est en quelle période? Mais Godem Poyi, en tant que président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, devait se limiter à dénoncer ou bien à initier... Moi, je pense que ce que Godem Poyi a fait, c'est plus que tout à son niveau. Parce qu'il ne peut pas aller au pénal. Le pénal relève de la spécialisation du corps judiciaire. Il a dénoncé. Moi, je pense que même le procureur devait se saisir sur base de ces dénonciations. Mais on ne comprend pas. Même la justice est à fond. L'IGF n'en parlons même pas. Le président d'une institution comme celle-là a dénoncé et confirmé. Alors, apparemment, tout le monde a peur des Ngobila, en fait. Mais on se pose la question, qui est-il? On veut savoir si réellement ce que Godem peut nous a renseigné est-il vrai ou faux. Et dit, moi je voudrais ici vraiment demander au gouverneur que nous sommes dans une période où il ne pouvait pas demander le prélèvement de la taxe sur la vignette. Nous sommes dans une période électorale. Moi, je suis en train de réfléchir nuit au jour, de cogiter comment faire réélire Félix Tshisekedi dans la ville de Kinshasa. Et c'est en cette période que Ngobila a choisi de pouvoir prélever la taxe sur la vignette. Non, moi je pense qu'il n'est pas encore temps. Il faut que le gouverneur sache que nous sommes dans une période où on ne peut pas demander que les gens payent la vignette parce que nous sommes cristallisés sur la question des 150 millions. Nous devons d'abord savoir où sont partis nos 150 millions. Oui. Combien de kilomètres de route? Et je ne voudrais pas ici, je n'aimerais pas que ma communication soit mal comprise. Ici, je ne demande pas à la population de ne pas payer la vignette. Non. Ce sont des taxes, ce sont des impôts où nous tous nous sommes obligés. C'est une obligation, nous devons nous acquitter de cela.
Mais on veut savoir quand même, il y a un problème de confiance. La destination de cet argent que nous allons payer, c'est ça ce qui pose problème. Mais quand vous nous voulons savoir la canalisation de cet argent. Mais quand vous parlez de la destination, vous ne voyez pas que cela s'inscrit toujours dans le cadre de la démarche dont a fait allusion Serge Nseka. Bien entendu, je soutiens la population à payer. Non, ici moi je soutiens mon aîné Serge Nseka, il a parfaitement raison, même si tout au long de cette émission nous aurons des analyses contraires, bien entendu, mais il a quand même raison. Ici nous ne poussons pas la population à ne pas payer la vignette, non. Nous connaissons, nous voyons, avant-hier il a plu, hier avant-hier il a plu dans la ville de Kinshasa, mais lorsqu'il pleut pendant 5-10 minutes, mais la ville est inondée. Oh, les 150 millions pouvaient servir aussi. Pouvaient servir à la réhabilitation de routes, nos caniveaux qui sont vraiment mouchés par les immondices. Alors nous nous posons la question, qu'est-ce qu'ils font? Le fonds que nous payons, la vignette, toutes les taxes qu'on nous prélève ici, l'argent, ça prend quelle destination? C'est ça la grande question. Alors pour que je finisse, pour que j'atterrisse, je demande au gouverneur Ngobila de pouvoir revenir sur cette décision. Nous sommes dans une période où, dans quelques jours, c'est la campagne électorale. Les gens sont en train de se préparer comment vont réélire le chef d'État. Et vous venez encore avec cette histoire de la vignette. Moi, je pense qu'il faut le renvoyer même en 2024. Changeons de juste un mot. Je dirais à mon ami Tchibambeke, les élections, la campagne électorale n'est pas suspensive par rapport, ne peut pas être suspensive par rapport à la démarche démocratique ni des gouvernements centraux ni au niveau provincial, mais je suis d'accord avec lui qu'il faudrait, pour que les autorités locales puissent participer à l'effort de recouvrement, être clair, être transparent. Il a parlé tout à l'heure de l'exigence que l'incapacité du président Godet à rester en justice. Mais le président Godet a traduit un ministre provincial en justice qui a été arrêté pour l'emprunt de 14 millions. On a vu ça ici. Alors, à 150 millions, Guy Matondo, à 150 millions, il n'y a rien. Ce sont des conciliabules au bureau du ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. À la présidence de la République, on ne comprend rien. C'est-à-dire, l'exemplarité, l'état des droits devrait aider la ville de Kinshasa à faire entrer de l'argent. Si les Kinois avaient vu une démarche judiciaire, ne serait-ce que pour apporter de la lumière sur ce dossier-là, les gens paieraient des bons cœurs. Et là, ça devient un peu lourd. La DGRK, malheureusement, la pauvre DGRK, aura le devoir de faire 10 pas à la place d'en faire un, justement parce qu'il devrait convaincre les gens, même avec les bâtons, à payer, mais ça va être un peu difficile. Restons toujours avec vous, Serge Nseka. La question de la désignation d'un candidat commun de l'opposition en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Il y a des tractations en vue, comme je l'ai annoncé tantôt. Plusieurs lieutenants des états-majors de partis politiques de l'opposition ont envoyé, en fait, plusieurs présidents plutôt ont envoyé les lieutenants en Afrique du Sud en vue d'un dialogue en vue pour désigner un candidat de l'opposition. Comment voyez-vous ces problèmes? Encore et toujours l'Afrique du Sud. Encore et toujours l'Afrique du Sud. Moi, je crois, de manière indistincte, que c'est une stratégie payante pour l'opposition. Vu la disparité et les égos qu'on retrouve dans ce qui forme le bloc de l'opposition, en ce qui concerne la candidature à la présidentielle, c'est une idée bien qui peut vraiment donner de fil à retordre à celui qui il faut signaler, ils ont été contactés par une ONG qui a voulu que ça soit en Afrique du Sud. N'empêche, Genval, c'était la même chose. Alors, nous sommes un peu habitués à cela. Mais si l'opposition peut entendre la voix de la raison et c'est choisir un candidat unique, je pense que les choses sérieuses pourront commencer en ce moment-là. Mais, parce qu'il y a un mais, voyant les personnalités, les ambitions, les égos dans le chef de ces candidats, je doute fort que ce soit possible parce que Constant Moutanda lui-même qui s'était autoproclamé candidat unique de l'opposition et que Fayoulou qui semble faire cavalier solitaire et Mouzitou qui est là dans ses calculs macro et microéconomiques, Moukwege qui vient avec des discours
je dirais, militant, donc à sa façon, et rénovateur à la limite, selon lui. Et puis, il y a Martin qui fait, je le dis, cavalier solitaire, et les jeunes Turcs qui sont là, à la ProPEP. Alors, je crois que, en tout cas, c'est vraiment un grand défi, un challenge pour cette opposition. Ça va se dessiner, le résultat de ces élections se dessineront à long de ces discussions sur la capacité de nos opposants à se parler, à se mettre d'accord, sinon ça ne serait que du temps perdu. Mais Serge Nseka, la nature du scrutin électoral à un tour devait quand même favoriser la constitution d'un front commun de l'opposition politique congolaise, afin de limiter le risque d'éparpillement des résultats au soir de la publication des résultats. Sinon, on doit favoriser tout de même Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Honnêtement, c'est là où cette opposition risquera de faire les lits de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que on peut dégager un principe de la candidature unique. Mais tout le monde est candidat unique. Tout le monde est candidat unique. Et personne ne laissera à l'autre. On a vu l'exemple de cette dualité à Genval avec les opposants de l'époque, avec les opposants. Est-ce qu'aujourd'hui, serons-nous capables de faire différemment? C'est une gageure qu'on aimerait voir, in fine. Est-ce que nous, je reviens sur ce que je disais, nos politiciens de l'opposition aujourd'hui sont capables de laisser une place pour l'autre? S'ils sont capables de le faire, c'est que les choses sérieuses pourront commencer et pour les élections et pour Félix Tshisekedi. Mais sinon, il part avec un avantage à goal average, quoi. Très bien. Monsieur Gandhi, vous avez suivi, monsieur Serge Nseka. Si l'idée aujourd'hui d'une candidature unique de l'opposition semble à ce stade écartée, mais les leaders parviendront-ils à faire émerger un ou plusieurs candidats communs, surtout, comme l'a dit Serge Nseka, que les ambitions des uns et des autres posent problème? Ouais, moi, je pense qu'il est permis de rêver. Le rêve a toujours existé avant des actes ou des actions. Mais dans notre cas, il y a déjà un problème. Quand ils sont obligés de quitter le pays pour aller s'expatrier, aller en Afrique du Sud ou ailleurs pour pouvoir s'entendre, il y a déjà un problème. Il y a déjà un hic. Oui. C'est déjà un problème. Il n'y avait pas d'endroit ici, à Lubumbashi, à Kananga ou à Mbandaka pour pouvoir se réunir. Comment Bokungu Ikele, ce serait encore bien puisque la publicité allait être un peu rayonnante. Ça pose un problème déjà. Il y a déjà ce problème-là. Il y a aussi un problème idéologique. Si jamais nos partis sont assis sur certaines idéologies, même si aujourd'hui les idéologies n'existent presque plus en dehors de la Corée du Nord, ou du moins la Russie, c'est pas encore très clair. On est dans une situation où le capitalisme s'affronte contre lui-même, etc. Il y a des questions aussi, des problèmes d'ego. Quand certains, comme Fayoulou, dit que c'est lui le plus compétent, alors qu'il a plein de cadavres dans son placard, notamment de la mauvaise gestion là où il était à l'international, en Afrique. Il a un passé de mauvais gestionnaire, même ici au Congo, avec des petites entreprises de jus. Il a su gérer. Et puis son hôtel qui était mal géré. Et en plus, même s'il n'a pas été poursuivi et condamné, c'est quelqu'un qui ne peut pas être à la tête du pays, alors qu'il ne payait, on a parlé des taxes. Mais cette fois-ci, il était dans l'incapacité la balle au peuple de choisir. Non, quel peuple? Le peuple ne choisira pas un mauvais citoyen qui ne payait pas ses impôts, ses taxes. Il va être à la tête de la République, ça posera un problème. Mais quand tu regardes Mukwege, je ne vais pas revenir, Serge a parlé là-dessus sur Mukwege. Peut-être que notre ami Chibambe en parlera un peu plus. Je ne veux même pas citer cet homme-là qui est vierge politiquement, qu'il reste s'occuper de... Mais il ne semble pas aujourd'hui avoir ou disposer
tous les leviers d'une campagne réussie. Non. Surtout que... Non seulement nous, ils ont beaucoup d'handicap pour finir avec Fayoulou. Oui. Où trouvera-t-il de l'argent pour faire la tournée des popotes, faire le tour du pays? Hier, il était fort, il était en force par le soutien de Bemba, de Moïse, de Matungulu, de Mouzito et bien d'autres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne autour de lui. C'est la fiction. On est en train de vivre la fiction politique avec ce monsieur. Ce monsieur-là va partir à la retraite puisqu'il ne sera même pas député. Non seulement il ne sera pas élu président de la République, il ne sera pas député, mais c'est la porte ouverte à aller à la retraite non payée, non reconnue. Les autres, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui est cohérent, qui présente un projet cohérent en dehors de Mouzito, qui fait de l'opposition républicaine, qui chiffre à l'appui peut dire si moi je suis président de la République, je ferai telle chose. C'est vrai, c'est le seul aussi dont le parti a des sièges partout en République démocratique du Congo. C'est pas suffisant face à Tshisekedi qui aura un bilan net, c'est-à-dire même s'il y a des insuffisances ici ou là, oui. Mais quand on regarde globalement, le président actuel aura un bilan que la majorité du peuple congolais appuiera. Donc voilà. Donc je chute pour dire qu'il y a beaucoup d'handicaps au niveau de l'opposition. Il sera difficile qu'on ait un représentant d'une opposition, encore que il y en a qui sont opposants, d'autres qui sont résistants. Je ne sais pas quels sont les paramètres qui vont les réunir. Ils ont beaucoup d'handicaps. Il faut qu'ils attendent 2028 ou 2028. Mais ce sera difficile. Beaucoup seront éliminés par rapport aux élections qui arrivent politiquement. Emmanuel Tshibambe, la désignation d'un candidat commun de l'opposition, vous ne voyez pas qu'avec tout ce qui vient d'être dit ici, une coalition semble être difficile à envisager à ce stade, alors qu'on part petit à petit vers la campagne électorale? Bien entendu, ça sera difficile, comme vous l'avez dit, vu les appétits égoïstes de chaque candidat. Comme vous le savez, ce collectif des opposants, entre guillemets, chacun voulait tirer les draps de son côté. Mais moi, quand je regarde ce collectif-là, je prends trois candidats. Je crois avoir... en fait, je crois qui serait sérieux, hein, je dirais, parce que les autres, je ne crois pas. Vous verrez un Délice Sanga qui a postulé à la députation provinciale, nationale, et en même temps à la présidentielle. Donc il n'y croit même pas qu'il sera élu comme président de la République. Vous voyez ma tête également faire autant, et d'autres, comment, les gens que... Non, pas Mvemba, c'est qui? Comment? Les Baïné, mon vieux là, le Moutete, là. Mais c'est pas interdit par la loi. Hein. Ce n'est pas interdit par la loi, mais tu sais qu'il ne l'a pas fait. Fayou ne l'a pas fait. Katombi ne l'a pas fait. Vous voyez? C'est pas interdit. Fayou aurait voulu le faire, mais il voulait passer de dire. Bon, moi, je ne sais pas si mon grand frère Gandhi est porte-parole de Fayou pour dire qu'il aurait fallu faire, mais moi, je vois des gens qui aspirent, qui se disent, voilà, moi, j'ose postuler à la présidentielle pour que je sois élu demain président de la République. Donc les autres ne sont pas des candidatures sérieuses, hein? C'est Sanga et les autres, les Matata Pogno. Alors, je rentre, je dis, quand je prends ces trois candidats, je commence par Denis Mukwege. Pourquoi il n'aura pas la chance, qui sont même choisis par ses pairs, pour être candidat de l'opposition unique, et qu'il soit élu par le peuple congolais? D'abord avec la politique qu'il veut nous a importé, qu'il veut nous inculquer. Déjà, il est mal barré. Aujourd'hui, la population l'assemble. Bon, même si je n'ai pas le baromètre de pouvoir calculer, mais en tout cas, nous sommes quand même des hommes de terrain. Partout où nous passons, la population dit, voilà, ce monsieur-là... Mais c'est quand même la caisse de résonance internationale. Hein. Il a quand même l'estime. Alors, la population estime que ce temps est révolu, hein, des gens venant de l'extérieur. Vous savez, la dernière personne qui nous a dirigé dans ce pays, venant de l'extérieur, c'est celui qui vient de passer. Après lui, il n'y aura personne. On est assagi, ça je vous dis. La population congolaise, je te dis, on est assagi.
Nous ne voulons plus. Nous n'allons plus admettre que quelqu'un soit tombé, parachuté comme ça. Nous ne connaissons ni sa résidence, ni ses parents. Ni dans la soupe. Non, nous ne voulons plus cette histoire-là. C'est fini. Avec Joseph Kabila, le dernier d'ailleurs. Nous ne voulons plus. Cette fois-ci, nous voulons vous élire. Nous devons savoir votre famille. Où est-ce que vous avez habité? Où est-ce que vous avez étudié? Qui avez-vous fréquenté? Vos collègues de classe examinent. Ce n'est pas le cas actuellement. Déjà avec la validation de la candidature de Moïse Katumbi, qui est devenu président. C'est pourquoi c'est l'une, je ne dis pas pour Moïse Katumbi, oui. C'est l'une des missions que moi, je me suis dit que je sois candidat à l'élection de la députation nationale. Si aujourd'hui mes compatriotes de Lukonga arrivaient à me faire confiance et que je sois vraiment élu lors des prochaines élections, je vais porter cette question à l'Assemblée nationale. On doit revoir mais si vous l'a porté déjà, mais... Écoutez, non, c'est ce que vous l'a fait, c'est pas pareil, parce que moi j'ai toute une litanie de lois que moi je vais proposer une fois élu député national. Je crois que ce n'est pas encore le moment, je serai peut-être frappé par le CESAC. Je pense que le mois venu, je vais l'exposer pendant la campagne. Alors, je disais, ce candidat-là qui nous importe une culture qui n'est pas la nôtre, de l'homosexualité, de Mukwege. Alors, avec cette politique, vraiment, il est exclu. Oui. Quand je prends Moïse Katumbi a été gouverneur dans ce pays plus de 5 ans, dans le Katanga. Nous connaissons sa gestion. Être gouverneur, ce n'est pas construire des immeubles, ce n'est pas construire des terrains de football. Non, ce n'est pas la mission de vouloir un gouverneur. Non. Il a construit des terrains de football, ça nous lui reconnaissons, fier chandelle d'ailleurs, mais la gestion minière de Katanga, nous connaissons. Comment est-ce qu'il s'est enrichi avec des histoires de mining, tout consort. Et surtout, l'affaissement de la SNCC. Il est cité parmi les gens qui ont affaissé la SNCC. Aujourd'hui, la SNCC est ressuscitée grâce au leadership du DG Fabien Moutom, que je salue, et sous l'impulsion du chef de l'État. Nous, Tété Tshisekedi, peut-être on ne parlerait plus du SNCC. Alors, je vois que ces deux candidats ne tiendront pas face à Tshisekedi. Et pour chuter, le dernier, c'est M. Martin Fayoulou. Mon aîné l'a dit ici, sur le plan à l'international, il était dans une multinationale, il était dans une société pétrolière, Elf, pour ne pas citer le nom. Nous connaissons sa gestion au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, partout où il est passé, il n'a pas de bons scores, il n'a pas un bon pronostic. Et même la gestion de ses propres entreprises ici au pays, pour ne citer que Fadenhouse, vous êtes sans savoir, en 2019, puis avant l'entrée de Tshisekedi au pouvoir, Fadenhouse a été scellé plus d'une année pour des raisons... Pour des raisons peut-être politiques. Non, c'était pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons, je ne sais pas, comment, des taxes, tout consort. Donc, il n'a pas su gérer sa propre entreprise. Maintenant, vous voulez offrir à un tel monsieur la gestion de tout un pays. Mais nous risquons que la RDC soit scellée comme Fadenhouse. Surtout que nos voisins rwandais qui nous envient, ils risqueront de nous sceller. On ne peut pas donner la gestion d'un pays à un monsieur qui n'a pas arrivé à gérer sa propre entreprise, une micro-entreprise n'a pas réussi à gérer et qu'on lui offre un si grand pays comme la RDC. Donc moi je pense que le candidat sérieux à mon avis jusque-là, celui qui me fait peur jusque-là, c'est M. Adolphe Muzito. Ça c'est mon avis. Vous pouvez tout dire, mais je vous dis, depuis 2019 jusqu'à présent, il est resté. Mais lui aussi a juré en tant que Premier ministre. Bon, moi je parle de tout le monde a son passé. Tout le monde a son passé, mais ici nous parlons du présent. Ici nous parlons du présent, parce qu'il faut parler de passé. Je vous ai rappelé quand même, je vous ai fait quand même la litanie de tous les événements, de tous ces candidats ici. Bon, s'il a aussi son passé, comme vous le dites, mais reconnaissons quand même aussi qu'il a aussi apporté quelque chose de bon. C'est sous son leadership que nous avons atteint l'achèvement le point d'achèvement, voilà. Il a aussi 4 milliards. Il a aussi un point positif auquel nous pouvons aussi acclamer, même si il était sous la gestion de M. Kabila, mais quand même aussi il avait aussi bien géré. Donc c'est la seule personne au sein de l'opposition que moi, j'aurais peut-être un tout peu peur d'être en face de Tshisekedi. Ça, en ces cas, je reviens en vous. Bon, vous avez suivi, hein, mais vous ne savez pas que les calendriers électoraux est également plus resserré qu'en 2020. La campagne électorale bientôt, mais dans ce contexte, la marge des négociations semble limitée, même si
la multiplicité des candidatures de l'opposition resteront réduits les chances dans les cadres d'une élection à un seul. Pensez-vous, avec tout cela, l'opposition politique sera à mesure de désigner son candidat commun? Je voudrais commencer par... Parce que vous avez, que 2 minutes. Tu vas me C'est 2 minutes. Rapidement. Oui. Faden House a été scellé à cause de comment non-paiement de l'impôt foncier ou je crois retenu locatif. Oui. Donc c'est une réalité. Et ça a été scellé. Mais il a parlé des performances de Mouzitou, parlons un peu économie. Oui. Mais rapidement, nous devons dissocier la politique de l'économie des finances, quoi. À la reprise des relations avec les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Nous avons, surtout avec le gouvernement quand nous sommes entrés dans un processus avec la Banque mondiale et la Fonds monétaire pour atteindre l'initiative PPT, pays pauvres et très endettés, c'est-à-dire l'effacement de la dette. Et on devait faire des DSRP, des documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, et qui, chaque fois, à chaque revue, on faisait des observations à la République et on a atteint son achèvement. Donc, la dette a été annulée en 2012 avec le Premier ministre Matata. Ce n'est pas le travail de... pardon, pas Matata, Mouzitou. Ce n'est pas le travail de Mouzitou. C'est le travail de tous les Congolais qui ont participé dans tous les secteurs. Au moins une fois, quand les Congolais se mettent ensemble, on peut avoir des résultats. Et Mouzitou, Matata est venu, il a bénéficié de cela, c'est-à-dire il y avait d'une part la dette qui a été effacée, et la mairie des matières économiques, et on a atteint la croissance dont il s'est prévu jusqu'à présent, quoi. Alors, si on ne veut pas, si on ne conçoit pas l'économie, l'évolution du pays comme les maillons d'une chaîne, on risquerait de se targuer de se donner tous les honneurs, mais à la fin, on ne gagne rien. Mais puisqu'on parle de l'économie, nécessaire de ces cas, vous ne voyez pas que l'effacement de la dette, celle ne suffise pas, d'autant plus qu'on devait quand même promouvoir l'audit de la dette, qui consiste donc à faire un examen minutieux du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités, voir cette dette a servi à quoi, qui l'a contracté. Voilà autant de questions qui devaient permettre à ce que l'on puisse arriver carrément à l'effacement total de la dette. On était en discussion avec des institutions sérieuses, et des financiers, et cette dette a été vraiment documentée, suivie, et puis gérer, quoi, parce qu'il y a la gestion de la dette. On paie la dette, on peut aussi la gestion de la dette, donc c'est un peu compliqué à cet effort, à ce moment-là. Ce qu'on aurait dû faire à l'achèvement, prendre les bénéfices, parce que parmi les exigences pour l'annulation de la dette, il faudrait investir dans le social. Et l'a-t-on fait? C'est la question. Si nous voyons la gestion du président Kabila, si il y a des reproches qu'on lui fait, c'est n'avoir pas trop regardé du côté social. Et c'est peut-être le même remarque qu'on risquerait de faire au président Tshisekedi aujourd'hui si l'accent n'est pas mis suffisamment, j'ai dit suffisamment, noté suffisamment, sur le plan social, c'est vrai. On a avec lui la gratuité de l'enseignement, on a la gratuité de la maternité qui déjà semble poser problème, je le dis, pas pour détruire, mais je le dis pour que ceux qui ont la responsabilité de piloter le projet des chefs de l'État le fassent avec sérieux, quoi. Donc certains centres de santé, que je ne citerai pas ici, commencent déjà à refuser le femme enceinte parce que ça ne marche pas. Le financement ne suit pas, les accords ne sont pas clairs. La vision du chef d'être portée par des personnes qui partagent la même sensibilité. Une minute pour répondre à la question maintenant. Alors, en ce qui concerne le candidat, parce que je crois, j'ai pris trop de temps parce qu'on a déjà répondu, et la capacité des Congolais de se mettre ensemble pour parler, ça a réussi, je crois, en 1959, avec la table ronde, quand on a exigé la présence de Lumumba, et tout le monde, les Kamitatu, les Kassavubu, les Kalonji et tout, se sont mis d'accord pour dire, si Lumumba n'est pas là, il n'y a pas de dialogue.
Après, je ne vois pas. Mais on avait l'occasion ici, en 2017-2018, avec Jean Val, et vous savez comment on a atterri? J'ai dit, je parle d'atterrissage. Comment ça a explosé en vol? Et certains ont atterri à Nairobi. Et pour revenir à Kinshasa, prendre le pouvoir. Donc, notre capacité à mettre l'intérêt du peuple en avant, et je parle de l'intérêt du peuple, est-ce que c'est choisir un candidat de l'opposition, c'est vraiment l'intérêt du peuple? C'est la question. Très bien. Mais c'est Gandhi, vous avez suivi, hein, Oui. Serge Nseka. Faut-il admettre aujourd'hui que les stratégies des différents candidats sont pour le moment assez floues, hein, assez floues, parce que lequel d'entre eux accepterait de, cette fois-ci peut-être, de retirer sa candidature au profit de l'autre? Non, mais Serge Nseka a bien fini. Vous avez une sa minute, phrase. hein, une minute. Quand on regarde toutes les péripéties de notre vie socio-politique et économique, quand on regarde les acteurs qui ont été à la tête de ce pays depuis 60 jusqu'à ces jours, on ne peut pas attendre de beaucoup de choses de ces gens-là. C'est plutôt leur ego, ils veulent être là pour le pouvoir et les avoirs de l'État, plutôt que pour être pour le peuple. Très peu peuvent se sacrifier pour le nom du peuple, qui est d'ailleurs un terme très flou. À la place, moi, je préfère parler des populations. Ils peuvent se mettre sur conduite, c'est-à-dire être là, s'oublier au profit des populations. Beaucoup sont là pour eux, pour leur parti politique, pour leur famille, leurs amis. On a peu d'acteurs politiques dans notre histoire politique qui ont été là au service de nos populations. Donc, qui n'arrivent pas à un accord, d'ailleurs ce serait une bonne chose qu'ils n'arrivent pas à un accord, parce que quand ils seront à un accord, au moment où il faudra partager les gâteaux du pouvoir, ça va commencer à créer des conflits ici ou là, ça posera des problèmes. Il faut plutôt étouffer ces gens-là dès le départ, pour ne pas que demain, le pays puisse se passer dans des méandres difficiles, où les gens ne seront pas là pour pouvoir faire développer le pays, mais plutôt pour faire développer leurs propres affaires, les affaires de leur parti. Il faut qu'on arrive à sortir des partitologies, ce que j'appelle le pouvoir des partis politiques, le pouvoir des familles, puisqu'on veut instaurer maintenant un pouvoir dictatorial venant des partis politiques. Vous voyez, même la gestion de l'État aujourd'hui souffre du fait que les partis politiques imposent des gens qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas le savoir-faire et le savoir-être pour pouvoir aider le pays à avancer. Alors qu'aujourd'hui, au-delà de la méritocratie, il faut qu'il y ait les 3 S, le savoir, savoir-faire et le savoir-être. Puisque la méritocratie aujourd'hui, pour moi, se limite au fait qu'on a été militant, qu'on est militant, même si on ne peut rien apporter au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée ou des différentes assemblées, ou au niveau de nos entreprises où on nomme des mandataires puisqu'il a été militant, on nomme des mandataires puisqu'il est de ma famille, on nomme... Il faut sortir de là. Pour sortir de là, il faut éviter des combinaisons, des combines même. Oui. Combinaisons, c'est pas mauvais, mais des combines. Donc, laissons ces genres d'artisans, ces genres de responsables de partis politiques sombrer par rapport à leurs propres difficultés, où le champ n'est pas clairement défini, où les objectifs ne sont pas définis. Au moment où on devait avoir des débats sur la société qu'on souhaiterait faire vivre nos populations, on n'est pas dans ces débats-là. On est dans les débats des personnes où certains se disent compétents, ou d'autres se disent j'ai plus de moyens, j'ai plus de visibilité, etc. Sortons de là. Emmanuel Tshibambe, faudra-t-il admettre que cette question ne sera pas résolue, d'autant plus que les ambitions des uns et des autres posent problème? Justement, les ambitions des uns et des autres posent sérieusement problème parce que chacun voudrait tirer le drap de son côté. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un conglomérat de, comme l'a dit M. Laurent Désiré, des opportunistes. Sincèrement, si tous, vous verrez, si vous posez la question à mon collègue, que voudrait-il? Non, je voudrais que Tshisekedi parte. Et la même réponse, c'est Fayulu qui vous donnera. Et c'est comment Mouzito, c'est Matata, c'est Sanga et l'autre. C'est la même chose qui vous donnera. Sanga dit même qu'il ne faut même pas choisir un candidat
de l'opposition, en fait une candidature de l'opposition, parce que Félix Tshisekedi sera battu à plat de couture, non, mais même si on ne désigne pas une candidature commune. Non, là c'est ça, c'est leur allègrement d'ailleurs. Je vais lui demander de pouvoir calmer ses appétits. D'abord, il veut se mesurer avec Tshisekedi. Il faut lui rappeler, il faut dire à ces Sangha que Tshisekedi n'a jamais fait les cumuls de candidatures. Pour qu'il se sente vraiment égal à Tshisekedi, il lui fallu qu'il pose sa candidature rien qu'à la présidentielle, pas à la députation nationale. C'est un des soutiens du président de 2018. Il était soutien. Et moi, vous savez, moi, Étienne Tshisekedi ne m'a pas appris la transhumance. Quelqu'un qui était au RCD, à un moment donné, RCD, KML, il vient au MLC, il vient... donc, ce n'est pas un modèle pour moi. Donc, moi, j'aime pas discuter de tel personnage. C'est mon aîné que j'aime beaucoup. Il sait d'ailleurs là où il est que je l'aime beaucoup. Mais sincèrement, ici, nous parlons politique. C'est pas un modèle de la politique congolaise. Donc, pour dire à ces sangs que, aujourd'hui, ce qui fera que l'opposition puisse trébucher, d'abord, ce sera les appétits des uns et des autres, comme je l'ai dit, de pouvoir, chacun voudrait tirer les draps de son côté, se prévaloir à être meilleur que l'autre. Donc c'est ce qui va faire que l'opposition ne puisse pas réussir. Alors, s'ils veulent, bon, ça c'est un conseil, moi je leur donnerai, s'ils veulent se mettre ensemble et qu'ils puissent assortir un seul candidat, moi je pense qu'ils doivent miser sur Adolphe Muzito. Très bien. Mais il nous reste maintenant 6 minutes pour conclure l'émission. On doit changer de registre cette fois-ci pour parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Monsieur Nseka, la mission nigérienne en République démocratique du Congo et le FARDC, donc la force de défense de la République démocratique du Congo, aujourd'hui se sont mis ensemble pour mutualiser les efforts en vue d'une opération conjointe pour bouter dehors le RDF avec l'air supplétif que le M23. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous? Vous avez 2 minutes. Elles se sont remis ensemble parce que ce n'est pas une première fois, plus d'une fois. Les FARDC et le force de la MONUSCO se sont mis ensemble pour des opérations bien spécifiques. La question qu'on se pose cette fois-ci, c'est pour quel résultat? Quand on sait que de l'autre côté, il y a de l'énervement. Quand je parle de l'autre côté, du côté Est, avec le M23 et leur soutien, il y a de l'énervement surtout avec les actions de Ouazalendo, en fait, qui nous ont démontré qu'à un certain moment, le M23, c'est une coquille vide, quoi. Il y a eu trop d'effets d'annonce, on a mis tellement de levures dans la pâte que ça a gonflé, on a eu l'impression qu'il y avait de la contenance, il n'y a pas grand-chose. Ça, il faut mettre à l'actif des résistants Ouazalendo, des patriotes Ouazalendo. Ils nous ont démontré, contrairement aux affirmations de Guterres, contrairement aux affirmations de la représentante des Nations Unies et du secrétaire général ici, que et tous les autres là ont cherché à nous faire peur. On cherchait à nous faire peur et qu'on peut les défaire sans aller à Luanda, sans aller à Nairobi, sans aller en Afrique du Sud. Alors, on aimerait savoir dans quelle mission cette fois-ci ils vont, pour quelle mission ils se mettent ensemble et quels sont les objectifs de cette mission et les financements. Les milliards et demi de la MONUSCO, je pense pour une fois ça va servir à quelque chose exactement. Parce que le dialogue de l'Angola ne nous a pas livré tous ces secrets. Aujourd'hui, la réunion de la SADC en Angola a accouché de quoi? Pas grand-chose. Il y a des orientations stratégiques. On n'a pas eu de communiqué. On n'a pas eu... On attendait à ce qu'il y ait une déclaration dans le sens que le force de la SADC puisse remplacer l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Les attentes du côté congolais, jusque-là, on n'en a pas reçu. On attend... Mais il y a quand même une certaine précision par rapport à ça. Il y aura 3 forces qui viendront pour un certain temps. Qui viendront pour l'Afrique du Sud, le Malawi et puis... Qui viendront dans le cadre de sécurisation des élections. Nous parlons de la sécurité à l'Est par rapport à la problématique des M23. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti.
Donc nous attendons, peut-être qu'on va essayer d'appeler soit le ministre Lutundula ou ses services pour avoir des informations, mais jusque-là, on est encore sur l'expectative et puis on attend. Très bien. Mais c'est Gandhi, Oui. on croit savoir que la mission onisienne en République démocratique du Congo, longtemps accusée d'apathie au Nord Kivu dans sa mission de traque des forces négatives et de protection des civils congolaises, a décidé aujourd'hui de faire une amende honorable en changeant le volet. Oui, vous l'avez dit. Moi, je pense que c'est ça. C'est ma conclusion, mon analyse. Ils veulent partir, mais partir de bons pieds, dans le sens où qu'on garde au niveau de la configuration actuelle des choses, où la MONUSCO est contestée. Ils veulent partir de là, qu'ils laissent une image positive, de leur passage en République démocratique du Congo. N'oublions pas qu'en 2013, ils étaient encore là, avec les forces de l'Afrique australe, pour pouvoir contenir et éliminer les forces négatives à Goma, qui étaient occupées. Où les accords, il y a eu des accords par la suite avec la M23, c'est encore les Nations Unies qui étaient encore aux manettes. Donc moi je dis c'est des bonnes guerres, ils veulent sortir réagardis de cette situation-là, mais en même temps on en a besoin. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudra simplement nos forces armées pour pouvoir contenir la rébellion, pour pouvoir contenir, je parle de la rébellion plutôt de l'incursion du Rwanda au Congo, mais on a besoin non seulement de nos forces, mais aussi besoin des forces d'appoint. Comme on en aura pour sécuriser les élections, il y aura la sécurisation des élections en partie par les forces venant de l'Afrique australe. Donc comme peut-être... oui, moi je dis que nous puissions nous calmer et attendre le bon moment. Puisque le président actuel est toujours droit dans ses bottes, je pense qu'il a un plan. Et ce plan-là, on ne peut pas le dévoiler. C'est pour cela que nos forces armées ont du mal pour le moment d'actionner les moyens qu'ils ont pour pouvoir endiguer complètement le mal endémique qu'il y a au niveau de l'Est. D'ici les élections, peut-être qu'il peut y avoir des surprises. Oui. Si on n'a pas de surprises d'ici les élections, au lendemain des élections, vous apprendrez que non seulement qu'on va contenir la M23, qu'on peut même faire une incursion au niveau du Rwanda. Ce n'est pas impossible. Très bien. Emmanuel Tshibambe, selon les consignes qu'elles viennent de se donner, les troupes congolaises et onisiennes en République démocratique du Congo, la moindre alerte d'attaque sur Sake et Goma devrait appeler à une riposte conséquente. Qu'en dites-vous? Et moi, je n'aimerais pas que ça se limite que sur des slogans, parce que ce matin, déjà, j'apprends à Kibumba, si je ne me trompe pas, qu'il y aurait vraiment il y aurait l'attaque ou l'attaque de M23. C'est en ce moment-là que nous attendons qu'il y ait une riposte vigoureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'armée a réagi. L'armée a réagi. Non, je parle de la MONUSCO. Ah, d'accord, okay. L'armée, oui, l'armée réagit à tout moment. Non, ça veut dire que moi, je suis un peu sceptique. Ce que dit la MONUSCO, ils ont été ici pendant plus de 2 décennies. On n'avait aucune réaction. J'ai même lu sur le net, donc voilà, la MONUSCO veut construire, instaurer un tribunal, tout ça, ça sont des distractions. Ils ont construit déjà. Est-ce que c'était le tribunal de paix? Est-ce que c'était une mission dévolue à la MONUSCO? Non, ça c'est une distraction. Ici, nous n'allons qu'encourager nos forces armées de pouvoir, et nos compatriotes ouazaleno, de pouvoir faire le job. Donc il ne faut pas que nous nous attardions sur la MONUSCO. Ça, c'est vraiment la pure distraction. Moi, je compte sur nos forces armées, et avec, s'il y aurait la force de la SADC, entre guillemets, mais vraiment, je compte sur les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que cette fois-ci, nous voulons vraiment en finir une fois pour toutes avec cette histoire, cette récurrence de guerre à l'Est, comment M23, CNDP, donc on en a tellement marre, et Tshisekedi est vraiment déterminé à pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Tshisekedi est déterminé à mettre fin à cette guerre, c'est par ses credos de M. Emmanuel Tshibambe que nous mettons un terme à cette émission Kiosque. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision Kiosque. Cette émission réalisée par le patriarche de Mongafula, Doudou Montiri. Merci, à la prochaine.